Le 15 octobre 1990, Jean-Claude Monet, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Lyon, et son étudiant Raphaël Ferrand, 19 ans, disparaissent sans laisser de traces dans les canaux labyrinthiques de Venise. 28 ans plus tard, des plongeurs découvrent au fond d'un canal secondaire une paire de lunettes cassées et des fragments de documents en français qui vont révéler l'une des affaires les plus sombres du monde de l'art international. Ce qui devait être une simple visite éducative s'est transformé en une découverte qui leur a coûté la vie. Mais que se cache-t-il vraiment derrière leur disparition mystérieuse? Et pourquoi leurs corps n'ont-ils jamais été retrouvés malgré des recherches intensives qui ont duré des mois? La vérité qui émergera des profondeurs vénitiennes révélera un réseau criminel d'une sophistication inouïe où l'art et la mort se mélangent dans les eaux sombres de la Sérénissime. Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé dans cette affaire qui a bouleversé le monde de l'art européen. Jean-Claude Monet était une figure respectée et incontournable du département d'histoire de l'art de l'Université de Lyon. À 45 ans, ce professeur au regard perçant, derrière ses lunettes à monture dorée caractéristique, organisait depuis 15 ans des voyages d'études annuels à Venise pour ses étudiants les plus prometteurs. Spécialiste reconnu du Quattrocento italien, il avait consacré sa thèse de doctorat aux techniques picturales révolutionnaires de Giovanni Bellini et entretenait des relations privilégiées avec plusieurs conservateurs de musées vénitiens, fruit de décennies de recherches méthodiques. Ses collègues le décrivaient comme un homme d'une rigueur intellectuelle exceptionnelle, capable de passer des heures à analyser les moindres détails d'un tableau. Jean-Claude avait développé un œil d'une acuité remarquable, témoigne le professeur Henri Blanchard, son collègue de longue date au département. Il pouvait détecter les restaurations anciennes, identifier les repeints, analyser les techniques de préparation des toiles. C'était presque troublant de le voir travailler. Célibataire par choix, Jean-Claude vivait dans un appartement du 7e arrondissement de Lyon, entouré de milliers de livres d'art et de reproductions d'œuvres qu'il étudiait inlassablement. Ses voyages à Venise étaient préparés avec une minutie militaire. Il établissait des itinéraires précis, prenait contact des mois à l'avance avec les conservateurs, négociait des accès privilégiés aux réserves des musées pour ses étudiants. Raphaël Ferrand représentait tout ce que Jean-Claude admirait chez un étudiant. La curiosité intellectuelle, la rigueur et une passion authentique pour l'art. Originaire d'une famille modeste de Villeurbanne, il était fils de Roger Ferrand, ouvrier métallurgiste chez Renault Trucks, et de Monique Ferrand, employée administrative à la mairie du 3e arrondissement de Lyon. Il avait obtenu une bourse d'excellence qui lui permettait non seulement de poursuivre ses études d'histoire de l'art, mais aussi de participer à ces voyages coûteux qui restaient normalement réservés aux étudiants de familles aisées. Passionné de photographie depuis l'adolescence, Raphaël accompagnait toujours ses prises de notes méticuleuses de clichés détaillés des œuvres étudiées. Il utilisait un Nikon FM2 argentique, appareil qu'il avait acheté d'occasion avec ses économies de job d'été. Ses camarades le décrivaient comme un jeune homme discret, mais d'une détermination remarquable, doté d'une mémoire photographique exceptionnelle pour les détails artistiques les plus subtils. Raphaël voyait des choses que nous ne remarquions même pas, se souvient Claire Dumont, sa camarade de promotion. Il pouvait vous dire combien de personnages figuraient dans un tableau complexe, décrire précisément la position de chaque main, chaque pli de tissu. C'était impressionnant et parfois un peu intimidant. En octobre 1990, Venise traversait une période particulièrement difficile sur le plan économique et culturel. La ville luttait contre l'aqua alta récurrente qui menaçait ses fondations millénaires et les autorités italiennes cherchaient désespérément des financements pour préserver son patrimoine artistique inestimable. Le contexte économique tendu, aggravé par les difficultés de l'Italie à l'approche du traité de Maastricht, avait créé des opportunités inattendues pour certains acteurs peu scrupuleux du marché de l'art international.
La corruption gangrénait alors plusieurs institutions culturelles italiennes. Les salaires des conservateurs de musées étaient particulièrement bas, et certains cédaient aux tentations financières offertes par des collectionneurs privés ou des marchands d'art sans scrupules. Cette situation, bien connue des spécialistes mais rarement évoquée publiquement, créait un terreau fertile pour toutes sortes de trafics. Le groupe de 15 étudiants soigneusement sélectionnés par Jean-Claude devait passer une semaine complète dans la Sérénissime, logeant dans une petite pension familiale tenue par Maria Benedetti près du marché du Rialto. Cette pension, la Locanda San Marco, existait depuis les années 1950 et accueillait traditionnellement des groupes d'étudiants européens. L'itinéraire minutieusement préparé prévoyait la visite méthodique des principaux musées et églises abritant des chefs-d'œuvre de la Renaissance vénitienne. Le palais des Doges, avec ses tintorets monumentaux, la basilique Saint-Marc et ses mosaïques byzantines, l'Académie et sa collection incomparable de maîtres vénitiens, la collection Peggy Guggenheim pour l'art moderne, et plusieurs églises moins connues du grand public, mais riches en trésors artistiques méconnus. Chaque journée était organisée autour d'un thème précis. L'évolution de la peinture vénitienne du XIVe au XVIe siècle, les influences byzantines dans l'art vénitien, Bellini et l'école vénitienne, l'art religieux et l'art profane à Venise. Jean-Claude ne laissait rien au hasard, préparant des fiches détaillées pour chaque œuvre importante, négociant des créneaux de visite aux heures les moins fréquentées pour permettre à ses étudiants d'observer les tableaux dans les meilleures conditions. Le matin du 15 octobre 1990, le ciel vénitien s'annonce particulièrement maussade. Un épais brouillard automnal flotte au-dessus des canaux, créant cette atmosphère si particulière que les amoureux de Venise connaissent bien. Jean-Claude Monet et Raphaël Ferrand quittent leur pension vers 8h30 précise, comme l'attestera plus tard le registre méticuleux tenu par Maria Benedetti. Selon les témoignages recueillis dans les heures qui suivront leur disparition, ils devaient initialement rejoindre le groupe principal d'étudiants pour se rendre ensemble à la Scuola Grande di San Rocco, l'un des joyaux de l'art vénitien où Tintoret a peint certaines de ses œuvres les plus remarquables. Mais contrairement à leur habitude de ponctualité exemplaire, ils ne se présentent pas au point de rendez-vous fixé devant la pension. Maria Benedetti, la propriétaire de la pension âgée alors de 54 ans, garde un souvenir très précis de leur départ matinal. Le professeur semblait différent ce matin-là, plus préoccupé que d'habitude. Il tenait dans sa main un petit carnet noir dans lequel il avait noté quelque chose pendant le petit déjeuner. Je l'ai vu consulter plusieurs fois une lettre qu'il avait reçue la veille. Le jeune homme, Raphaël, avait son appareil photo habituel bien sûr, mais aussi un sac à dos beaucoup plus lourd que les jours précédents. Ils ont échangé quelques mots en français, puis ils sont partis en direction du pont du Rialto. Cette lettre, mentionnée par Maria Benedetti, intriguera plus tard les enquêteurs. Personne ne saura jamais qui l'avait envoyée, ni ce qu'elle contenait. Mais plusieurs témoins confirmeront que Jean-Claude l'avait lue avec attention pendant le dîner du 14 octobre, prenant des notes dans son carnet. Le dernier témoignage fiable et vérifié les situe vers 10h15 sur le célèbre Ponte dell'Accademia, l'un des 4 ponts qui enjambent le Grand Canal. Giuseppe Mariani, vendeur ambulant de cartes postales et de souvenirs âgé de 45 ans à l'époque, les a vus discuter intensément en consultant une carte touristique de la ville. Ils ne se comportaient pas comme des touristes ordinaires, témoignera-t-il avec précision lors des interrogatoires. Le professeur pointait quelque chose de très précis sur la carte, et le jeune homme prenait des notes dans un carnet tout en vérifiant son appareil photo. Ils avaient l'air de chercher une adresse exacte, pas un monument ou un musée. Giuseppe se souvient également d'un détail troublant. Le professeur regardait régulièrement par-dessus son épaule, comme s'il vérifiait que personne ne les suivait. À un moment, il a même fait mine de s'arrêter pour regarder la vitrine d'une boutique, mais en réalité il observait le reflet dans la vitre. J'ai trouvé ça bizarre pour un professeur en voyage d'études. Vers 11h30, les autres étudiants du groupe, inquiets de leur absence inhabituelle, tentent de les localiser.
Mais en 1990, les téléphones portables n'existaient pas encore pour le grand public, et la communication était exclusivement limitée aux cabines téléphoniques publiques dispersées dans la ville. Cette contrainte technique, qui paraît aujourd'hui incroyable, compliquait considérablement les recherches d'urgence. L'assistante pédagogique de Jean-Claude, Madame Sylvie Dupont, une femme méthodique de 38 ans qui accompagnait le groupe pour s'occuper des aspects logistiques, commence à s'inquiéter sérieusement. Jean-Claude était d'une ponctualité maladive, expliquera-t-elle plus tard. En 15 ans de voyage ensemble, je ne l'avais jamais vu arriver en retard à un rendez-vous, même de 5 minutes. Quand midi est arrivé sans nouvelles, j'ai su que quelque chose de grave s'était produit. À 14 heures précises, ne les voyant toujours pas apparaître au point de rendez-vous prévu devant l'entrée principale de la Scuola Grande di San Rocco, Madame Dupont prend la décision de contacter les autorités locales. Elle se rend au commissariat le plus proche, celui de San Polo, et dépose une déclaration de disparition inquiétante. L'officier de garde, le brigadier Luca Torriani, prend la déclaration avec le sérieux habituel des forces de l'ordre italiennes, mais considère initialement qu'il s'agit probablement d'un simple retard dû à la complexité légendaire du réseau de ruelles et de canaux vénitiens. Chaque semaine, nous avons des touristes qui se perdent, note-t-il dans son rapport. Venise est un labyrinthe, même pour ceux qui connaissent bien la ville. Cependant, l'insistance de Madame Dupont sur le caractère inhabituel de ce retard, combiné au profil particulier des disparus, un professeur d'université accompagné d'un étudiant, pas des touristes lambda, convainc les autorités de lancer des recherches préliminaires dès l'après-midi. Ce n'est que le soir, lorsque Jean-Claude et Raphaël ne rentrent pas à la pension pour le dîner prévu à 19h30, que l'alerte générale est véritablement donnée. Maria Benedetti contacte immédiatement la police, confirmant que les deux hommes n'ont donné aucun signe de vie de toute la journée. L'ambassade de France à Rome est alertée dans la soirée, et une recherche officielle coordonnée est lancée dans toute la ville historique de Venise. Les premières recherches nocturnes, menées par les carabinieri et la police municipale vénitienne, se concentrent logiquement sur l'itinéraire probable entre la pension et la Scuola Grande di San Rocco. Mais l'obscurité, le brouillard persistant et la complexité du tissu urbain vénitien rendent les investigations particulièrement difficiles. L'enquête initiale menée conjointement par les carabinieri, la Questura de Venise et les services consulaires français se révèle rapidement infructueuse et décourageante. Malgré des recherches systématiques qui mobilisent des dizaines d'agents pendant plusieurs semaines, aucune trace concrète des deux disparus n'est découverte. Cette absence totale d'indices matériels déroute les enquêteurs les plus expérimentés. L'inspection minutieuse de leurs affaires personnelles, restées intactes dans leurs chambres respectives à la pension, ne révèle aucun élément permettant d'éclairer leur disparition. Vêtements soigneusement pliés, passeports français en cours de validité, argent liquide en lires italiennes et en francs français, carte de crédit, tout semble en ordre. Seul manque à l'appel l'appareil photo Nikon de Raphaël, son carnet de notes à couverture rouge qu'il emportait partout, et le sac à dos plus volumineux qu'il portait ce matin-là, selon le témoignage de Maria Benedetti. Les recherches aquatiques représentent un défi technique considérable. Venise compte plus de 150 canaux de tailles diverses, et les marées de l'Adriatique peuvent emporter un corps très loin de son point de chute initial. La lagune vénitienne, avec ses courants complexes et ses zones de vases profondes, constitue un environnement particulièrement hostile pour ce type d'investigation. Les plongeurs spécialisés de la Guardia Costiera, habitués aux interventions en milieu lagunaire, explorent méthodiquement les zones les plus probables pendant près de 2 mois. Ils concentrent leurs efforts sur les canaux reliant le centre historique aux principales attractions touristiques, partant du principe que si accident il y a eu, il s'est probablement produit sur un trajet logique. Nous avons fouillé systématiquement tous les canaux principaux et secondaires dans un rayon de 2 kilomètres autour de leur dernière localisation connue, explique le capitaine Marco Venturi, responsable de l'unité de plongée à l'époque. Les conditions étaient difficiles. Visibilité réduite,
courant imprévisible, accumulation de vases et de débris au fond des canaux. Mais nous étions convaincus qu'un corps finit toujours par refaire surface ou par être découvert quelque part. L'hypothèse d'un accident devient rapidement dominante dans l'esprit des enquêteurs italiens et français. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Chaque année, plusieurs dizaines de personnes chutent accidentellement dans les canaux vénitiens. Touristes distraits, promeneurs nocturnes, personnes âgées perdant l'équilibre sur les ponts sans garde-corps, les causes possibles ne manquent pas. Les autorités italiennes, soucieuses de rassurer les familles tout en gérant la dimension diplomatique de l'affaire, expliquent patiemment que de nombreux visiteurs se perdent dans le labyrinthe vénitien. Certains, tentant de prendre des raccourcis ou de photographier la ville sous des angles originaux, peuvent s'approcher dangereusement des bords de canaux sans protection. En octobre, l'eau atteint des températures de 12 à 15 degrés, et les courants traîtres peuvent rapidement emporter une personne vers la lagune, puis vers l'Adriatique. Pour la famille Ferrand, c'est le début d'un cauchemar qui va durer près de 3 décennies. Roger Ferrand, ouvrier métallurgiste de 52 ans, habitué à la solidité du métal et à la prévisibilité des machines, se retrouve confronté à une situation qui échappe totalement à sa compréhension du monde. Sa femme Monique, employée administrative méticuleuse et organisée, ne parvient pas à accepter l'absence totale d'explications logiques. Ils se rendent à Venise dès le 18 octobre, accompagnés d'un traducteur fourni par l'ambassade de France, et passent 2 semaines entières à parcourir inlassablement les rues, les ponts, les quais de la ville. On ne comprenait rien à ce qui se passait, témoignera plus tard Monique Ferrand avec une émotion toujours palpable. Raphaël était si prudent, si responsable. Il nous envoyait religieusement des cartes postales tous les 2 jours depuis le début du voyage. Il nous avait même téléphoné le 13 octobre pour nous dire que tout se passait merveilleusement bien. Ce coup de téléphone du 13 octobre, passé depuis une cabine publique près de la place Saint-Marc, sera d'ailleurs l'un des derniers éléments factuels concernant l'état d'esprit de Raphaël. Il était excité comme un enfant, se souvient sa mère. Il nous a raconté toutes les merveilles qu'il avait vues. Il nous a parlé de son professeur qui lui apprenait énormément de choses. Il avait hâte de nous montrer ses photos au retour. Du côté de Jean-Claude Monet, l'impact émotionnel est tout aussi dévastateur pour son entourage professionnel et amical. Célibataire endurci, il vivait seul dans un appartement bourgeois du 7e arrondissement de Lyon, entouré de ses livres et de ses reproductions d'art. Ses collègues de l'université décrivent un homme méticuleux, jusqu'à l'obsession, préparant ses voyages des mois à l'avance avec une rigueur quasi militaire. Jean-Claude connaissait Venise comme sa poche, insiste le professeur Henri Blanchard, son collègue et ami depuis 20 ans. Il y allait depuis 15 ans, il avait ses habitudes, ses itinéraires favoris, ses contacts privilégiés dans les musées. Il connaissait les horaires des Vaporetti par cœur, il savait quel pont éviter aux heures de pointe. Qu'il se perde au point de tomber dans un canal était tout simplement impensable pour ceux qui le connaissaient. Cette connaissance approfondie de Venise constitue d'ailleurs l'un des éléments les plus troublants de l'affaire. Jean-Claude ne se contentait pas d'être un visiteur régulier. Il avait tissé, au fil des années, un véritable réseau de relations dans le milieu artistique vénitien. Conservateur de musées, guide spécialisé, restaurateur d'art, antiquaire. Il entretenait des correspondances régulières avec de nombreux professionnels du patrimoine local. Au bout de 6 semaines d'investigations intensives et coûteuses, les recherches officielles sont progressivement réduites puis officiellement suspendues le 30 novembre 1990. Les autorités italiennes, en accord avec les services consulaires français, classent l'affaire en disparition accidentelle par noyade présumée. Cette décision administrative, nécessaire d'un point de vue légal, constitue un choc supplémentaire pour les familles qui espéraient encore un miracle. Les familles rentrent en France avec l'amertume profonde de ne pas avoir de corps à enterrer, de ne pouvoir faire leur deuil normalement. Cette absence de sépulture, cette impossibilité de se recueillir sur une tombe, va peser pendant des décennies sur l'équilibre psychologique des proches.
L'Université de Lyon organise une cérémonie commémorative solennelle le 15 décembre 1990 dans l'amphithéâtre principal du campus. Plus de 200 personnes y assistent, collègues, étudiants, amis, représentants des autorités académiques. Une plaque de marbre noir est apposée dans le hall du département d'histoire de l'art. À la mémoire de Jean-Claude Monet, professeur, et Raphaël Ferrand, étudiant, disparus à Venise le 15 octobre 1990 dans l'exercice de leur passion commune pour l'art. Les années s'égrènent lentement, rythmées par l'espoir qui s'amenuise et la résignation qui s'installe. Monique Ferrand développe une dépression sévère qui nécessite plusieurs hospitalisations psychiatriques entre 1992 et 1995. Elle ne parvient plus à travailler normalement et doit bénéficier d'un congé longue maladie, puis d'une mise en invalidité anticipée. Roger Ferrand, lui, réagit différemment au traumatisme. Il développe une véritable obsession pour l'affaire, consacrant tous ses loisirs et une grande partie de ses économies à des recherches personnelles. Il contacte régulièrement les autorités italiennes, engage même un détective privé italien en 1995 avec l'argent emprunté sur l'assurance vie de ses parents décédés. Mais toutes les pistes explorées mènent systématiquement à des impasses décourageantes. Il apprend l'italien, correspond avec des associations de familles de disparus, constitue un volumineux dossier de presse sur l'affaire. Sa maison de Villeurbanne se transforme progressivement en une sorte de musée obsessionnel dédié à la mémoire de son fils. Photos, cartes de Venise à noter, correspondance avec les autorités, coupures de journaux soigneusement classées. L'affaire sombre progressivement dans l'oubli médiatique et public. Seuls quelques proches continuent à espérer et à chercher. En 2005, lors du 15e anniversaire de la disparition, un article d'une demi-page paraît dans Le Progrès de Lyon, rappelant brièvement les circonstances de l'affaire. Mais aucun élément nouveau n'émerge, aucun témoin ne se manifeste. Les autorités italiennes, sollicitées périodiquement par Roger Ferrand, répondent toujours poliment qu'elles maintiennent le dossier ouvert, mais qu'en l'absence d'éléments nouveaux, aucune investigation active ne peut être menée. C'est la réalité cruelle des cold cases. Sans éléments déclencheurs, sans nouvelles pistes, l'affaire reste dans les archives. En 2010, à l'occasion du 20e anniversaire, Roger Ferrand, maintenant âgé de 72 ans et souffrant de problèmes cardiaques, fait un dernier voyage à Venise. Il arpente une fois encore les rues qu'il connaît désormais par cœur, visite les lieux de mémoire liés à son fils, rencontre quelques contacts qu'il a conservés au fil des années. Mais ce voyage a un goût d'adieu. Il comprend qu'il ne découvrira jamais la vérité de son vivant. Le 8 mars 2018, par une matinée printanière particulièrement claire, l'équipe de maintenance aquatique de la ville de Venise effectue des travaux de routine dans le Rio di San Trovaso, un canal secondaire relativement peu fréquenté qui relie le Grand Canal au canal de la Giudecca. Ces opérations de nettoyage et d'inspection sous-marine sont devenues plus fréquentes et plus systématiques depuis les années 2000, la municipalité vénitienne ayant intensifié ses efforts de lutte contre l'accumulation de déchets et la dégradation progressive des infrastructures sous-marines qui menacent la stabilité même de la ville. Marco Valdrighi, plongeur professionnel de 34 ans travaillant pour la société spécialisée Aquatecnica Venezia depuis 8 ans, effectue ce jour-là une plongée d'inspection de routine pour vérifier l'état des fondations d'un petit pont de pierre datant du XVIIe siècle. Ces vérifications, exigées par la municipalité après plusieurs incidents structurels mineurs, font partie d'un programme de maintenance préventive lancé après l'effondrement partiel d'un pont secondaire en 2015. L'eau du canal, particulièrement trouble ce matin-là en raison du passage récent d'un bateau de livraison transportant des matériaux de construction, limite considérablement la visibilité de Marco à moins d'1 mètre. Ces conditions difficiles sont habituelles dans les canaux vénitiens, où la vase séculaire, les algues et les particules en suspension créent un environnement de travail particulièrement exigeant pour les plongeurs. Je descendais le long du pilier ouest du pont, comme prévu dans mon protocole d'inspection, expliquera plus tard Marco avec précision.
J'étais à environ 3 mètres de profondeur, près du fond vaseux, quand ma main gauche a heurté quelque chose d'inhabituel, coincé entre deux pierres de fondation. C'est en explorant méthodiquement cette anfractuosité, selon la procédure qu'il applique systématiquement lors de ses inspections, que Marco sent sous sa main gantée un objet de forme et de texture particulière. J'ai d'abord pensé à un débris métallique quelconque, peut-être un morceau de grille ou de rambarde tombé du pont, raconte-t-il. Mais quand j'ai réussi à le dégager et à le saisir correctement, j'ai senti que la forme était trop régulière, trop travaillée pour être un simple déchet. Il remonte l'objet à la surface avec précaution. Une paire de lunettes à monture dorée, cassée au niveau du pont central, mais étonnamment bien conservée compte tenu de son séjour prolongé sous l'eau. La monture, de style classique typique des années 1980-1990, porte encore des traces de gravure sur les branches, partiellement lisibles malgré l'oxydation. Ce qui retient immédiatement l'attention de Marco, habitué pourtant à découvrir toutes sortes d'objets insolites dans les canaux vénitiens, c'est la présence d'un petit sac plastique étanche coincé dans l'une des branches. Ce type d'emballage, bien qu'ancien, a miraculeusement protégé son contenu de la dégradation aquatique. À l'intérieur du sachet plastique, des fragments de papier ont survécu partiellement à leur immersion prolongée. Malgré les dégâts causés par l'humidité et le temps, on peut encore distinguer des mots écrits en français dans une écriture manuscrite soignée. Bellini, attribution douteuse, expertise nécessaire, anachronisme technique, et surtout, une signature partiellement effacée mais encore déchiffrable. J.C. Monet. Marco, conscient de la potentielle importance de sa découverte, contacte immédiatement la questura vénitienne selon le protocole établi pour ce type de situation. L'enquêteur Antonio Bressan, âgé de 58 ans et fort de 35 années d'expérience dans la police vénitienne, se rend sur place dans l'heure qui suit l'appel. Bressan, qui possède une connaissance encyclopédique des archives policières vénitiennes, fait rapidement le lien avec la disparition de 1990. Dès que j'ai entendu le nom de Monet et vu ses lunettes, j'ai immédiatement pensé à cette vieille affaire, explique-t-il. C'était un cold case que j'avais suivi en tant que jeune inspecteur à l'époque. Je me souvenais parfaitement du signalement des disparus, notamment de ces lunettes dorées très caractéristiques que portait le professeur français. L'expertise technique, confiée au laboratoire de police scientifique de Mestre, confirme rapidement l'authenticité de la découverte. Le modèle de lunettes, fabriqué par l'opticien lyonnais réputé Maison Berluti entre 1987 et 1992, correspond exactement à celui porté par Jean-Claude Monet selon les photographies officielles fournies par l'Université de Lyon et conservées dans le dossier d'enquête. Plus troublante encore, l'analyse graphologique préliminaire des fragments de papier révèle une écriture qui correspond de manière quasi certaine aux échantillons d'écriture manuscrite de Jean-Claude Monet conservés dans les archives universitaires, copies d'examens corrigés, notes de service, correspondances administratives. La découverte fait l'effet d'une bombe dans le petit monde des enquêteurs spécialisés dans les cold cases. Après 28 ans de silence total, voici enfin un élément matériel tangible qui peut relancer l'investigation. Mais cette découverte soulève aussi de nombreuses questions troublantes. Pourquoi ces lunettes ont-elles été trouvées dans ce canal spécifique, relativement éloigné des lieux de disparition présumés? Comment ont-elles pu rester si longtemps au même endroit sans être découvertes lors des recherches initiales? Et surtout, que signifient ces notes énigmatiques sur des attributions douteuses et des anachronismes techniques? La découverte des lunettes de Jean-Claude Monet relance l'enquête de manière spectaculaire et inattendue. Les autorités françaises et italiennes, sollicitées par les médias qui s'emparent rapidement de l'affaire, décident conjointement de rouvrir officiellement le dossier. L'enquêteur Antonio Bressan, désormais proche de la retraite mais animé d'une motivation renouvelée, accepte de reprendre personnellement l'affaire qu'il avait suivie 28 ans plus tôt en tant que jeune inspecteur plein d'ambition. Ce qui m'avait profondément troublé à l'époque, confie Bressan lors d'un entretien approfondi, c'était la personnalité même de Jean-Claude Monet.
Cet homme connaissait Venise mieux que certains Vénitiens de naissance. Il avait ses habitudes millimétrées, ses trajets optimisés, ses contacts privilégiés dans tous les musées. Qu'il se perde au point de tomber accidentellement dans un canal me paraissait déjà totalement invraisemblable en 1990. Avec le recul et l'expérience, j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui. L'analyse approfondie des fragments de papier, confiée au laboratoire de criminalistique de Rome, équipé des technologies les plus modernes, révèle des éléments troublants et inattendus. Outre les notes sur Bellini déjà identifiées, on découvre des références précises à des discordances techniques dans les préparations, des incohérences dans les liants utilisés, et des mentions explicites de anachronismes flagrants dans les matériaux constitutifs. Ces termes, parfaitement familiers aux spécialistes de l'expertise artistique, suggèrent clairement que Jean-Claude était en train d'analyser minutieusement l'authenticité d'œuvres d'art. Plus inquiétant encore, une note partiellement lisible mentionne réseau organisé et substitution systématique, indiquant que le professeur français avait peut-être découvert quelque chose de beaucoup plus grave qu'une simple erreur d'attribution. L'équipe d'investigation, renforcée par des spécialistes d'Interpol spécialisés dans le trafic d'œuvres d'art, décide de reconstituer méthodiquement le parcours probable des deux disparus le 15 octobre 1990. Cette approche, rendue possible par les nouvelles technologies et les bases de données informatisées inexistantes à l'époque, va révéler des éléments surprenants. En explorant systématiquement les archives de la Scuola Grande di San Rocco, les enquêteurs découvrent un détail qui avait échappé aux investigations initiales. Jean-Claude Monet ne s'était pas contenté de réserver une visite guidée standard pour son groupe d'étudiants. Il avait également demandé, plusieurs semaines à l'avance, une autorisation spéciale pour accéder aux réserves et aux ateliers de restauration de l'institution. Cette demande était tout à fait exceptionnelle, explique le docteur Giulia Bernardini, actuelle conservatrice en chef de la Scuola. Nous n'accordons ce type d'accès qu'à des chercheurs très qualifiés pour des projets de recherche spécifiques. Le professeur Monet avait justifié sa demande par un projet académique sur les techniques de conservation des œuvres vénitiennes du XVIe siècle. Au plus intrigant encore, les registres révèlent que Jean-Claude avait posé des questions très précises sur l'historique récent de certaines œuvres, notamment sur d'éventuelles restaurations, prêts ou déplacements survenus dans les années 1980. Il s'intéressait particulièrement au mouvement d'œuvres, se souvient Giuseppe Marino, restaurateur à la retraite qui avait accueilli le professeur français. Il voulait savoir quelles toiles avaient quitté les murs, même temporairement, pour des expositions ou des analyses techniques. Giuseppe Mariani, le vendeur ambulant qui avait observé Jean-Claude et Raphaël sur le pont dell'Accademia, est retrouvé et interrogé de nouveau avec les techniques d'audition modernes. Maintenant âgé de 73 ans et souffrant de légers troubles de la mémoire, il parvient néanmoins à préciser certains détails grâce aux méthodes d'entretien cognitif utilisées par les enquêteurs spécialisés. Il ne regardait vraiment pas cette carte comme des touristes perdus ou pressés, insiste-t-il, avec une conviction renouvelée. Il cherchait manifestement une adresse très précise. J'ai même vu le professeur sortir une lettre de sa poche et vérifier quelque chose dessus. Puis ils ont pris délibérément la direction de Dorsoduro, vers les quartiers moins touristiques. Cette information oriente naturellement les recherches vers le sestiere de Dorsoduro, ce quartier pittoresque situé au sud du Grand Canal, connu pour abriter de nombreuses galeries d'art, ateliers de restauration et commerces d'antiquités. En 1990, cette zone était nettement moins touristique qu'aujourd'hui et comptait plusieurs établissements spécialisés dans le commerce d'art ancien. L'enquête prend une tournure véritablement inattendue lorsque Bressan épluche méthodiquement les archives municipales vénitiennes, découvre qu'une galerie d'art de Dorsoduro avait fait l'objet d'une enquête approfondie pour falsification de documents d'expertise en 1991, soit exactement quelques mois après la disparition des deux Français. La Galleria Tintoretto, située Calle del Botteg, près du pont de l'Académie, dirigée par un marchand d'art du nom d'Enzo Massimo,
avait été fermé administrativement en mars 1991 après la découverte de faux certificats d'authenticité et de documents d'expertise manipulés. L'affaire, étouffée à l'époque pour éviter un scandale dans le milieu artistique vénitien, n'avait donné lieu qu'à des sanctions administratives mineures. C'était peut-être une simple coïncidence temporelle, note prudemment Bressan dans son rapport intermédiaire, mais dans une enquête criminelle, les coïncidences méritent toujours d'être explorées systématiquement, surtout quand elles concernent le monde de l'art et qu'elles surviennent juste après la disparition d'un expert en art. Les investigations sur la Galleria Tintoretto révèlent progressivement l'existence d'un réseau beaucoup plus complexe et sophistiqué qu'il n'y paraissait initialement. Enzo Massimo n'était pas un simple marchand indélicat, mais apparemment un maillon d'une organisation criminelle spécialisée dans la falsification et le trafic d'œuvres d'art de haute valeur. Les archives de la police financière italienne, consultées avec les autorisations judiciaires appropriées, révèlent que Massimo entretenait des relations d'affaires troubles avec plusieurs autres marchands d'art européens, notamment en France, en Suisse et en Allemagne. Des transferts financiers suspects, des mouvements d'œuvres d'art non déclarés, des expertises douteuses. Tout un écosystème criminel se dessine progressivement. L'enquête révèle également qu'Enzo Massimo possédait des contacts privilégiés dans plusieurs institutions muséales vénitiennes. Certains conservateurs, au salaire notoirement insuffisant, avaient été corrompus pour faciliter l'accès aux collections, fournir des informations confidentielles, ou même autoriser discrètement des examens techniques d'œuvres en dehors des procédures officielles. Nous découvrons l'existence d'un véritable système organisé, explique le commissaire Bressan à ses supérieurs hiérarchiques. Il ne s'agit pas de quelques falsifications isolées, mais d'un réseau criminel sophistiqué qui a pu opérer pendant des années en toute impunité, protégé par des complicités à tous les niveaux. La piste s'enrichit encore lorsque les enquêteurs retrouvent, dans les archives personnelles d'un ancien assistant d'Enzo Massimo, une correspondance partielle datée de septembre 1990. Ces lettres, écrites en italien dans un style administratif, mentionnent explicitement l'arrivée prochaine d'un professeur français spécialiste de Bellini et la nécessité de surveiller ses activités de près. L'enquête sur la Galleria Tintoretto et son propriétaire Enzo Massimo révèle progressivement l'existence d'un réseau criminel d'une sophistication et d'une ampleur insoupçonnées. Décédé en 2003 des suites d'un cancer, Massimo était en réalité le coordinateur vénitien d'une organisation internationale spécialisée dans la falsification et la substitution d'œuvres d'art de grande valeur. Le procédé mis au jour par les enquêteurs démontre un niveau de sophistication technique et d'organisation criminelle remarquable. Des copies d'œuvres célèbres étaient créées par des faussaires de talent exceptionnels, souvent d'anciens élèves des beaux-arts reconvertis dans la criminalité artistique. Ces répliques, d'une qualité tellement parfaite qu'elles trompaient même des experts confirmés, étaient ensuite discrètement substituées aux originaux dans des musées ou des collections privées lors d'opérations légitimes. Et prêts pour exposition, restauration, réaménagement de salles, inventaire. Les originaux ainsi subtilisés étaient ensuite écoulés sur le marché noir international auprès de collectionneurs privés fortunés, principalement américains, japonais et allemands, qui acceptaient de ne jamais exposer publiquement leurs acquisitions illégales. Ces acheteurs, parfaitement conscients de l'origine criminelle des œuvres, payaient des sommes considérables, souvent entre 30 et 50% de la valeur officielle, pour posséder des chefs-d'œuvre authentiques dans leurs collections privées secrètes. L'ancien assistant d'Enzo Massimo, Lorenzo Baldini, aujourd'hui âgé de 78 ans et résidant dans une maison de retraite médicalisée de Mestre, souffre malheureusement d'un Alzheimer avancé qui limite considérablement sa capacité de témoignage. Néanmoins, lors de ces rares moments de lucidité relative, interrogé avec l'assistance d'un médecin gériatre et d'un psychologue spécialisé, il parvient à livrer des informations fragmentaires mais absolument cruciales pour l'enquête. Enzo aveva paura. Aveva molta paura, murmure-t-il, lors d'un entretien particulièrement éprouvant. Un professeur française.
faceva trop domande. En troppo precise. Enzo diceva sempre che tutto sarebbe crollato, que tout allait s'écrouler, le photographie, sempre les photographies. Ces bribes d'informations, recoupées avec d'autres éléments de l'enquête, permettent aux investigateurs de reconstituer un scénario de plus en plus précis et troublant. Jean-Claude Monet, avec son expertise reconnue du Quattrocento et sa connaissance approfondie de l'œuvre de Giovanni Bellini, avait manifestement identifié des anomalies flagrantes dans des œuvres qu'il étudiait régulièrement depuis des années. L'analyse détaillée des archives de l'Université de Lyon révèle que Jean-Claude travaillait depuis 1988 sur un projet académique ambitieux. L'établissement d'un catalogue raisonné exhaustif des œuvres de Giovanni Bellini conservées dans les musées européens. Ce travail de recherche fondamentale, qui devait aboutir à une publication de référence, l'amenait à examiner minutieusement des dizaines d'œuvres, à comparer systématiquement les techniques picturales, les matériaux utilisés, les états de conservation historique. Ce type de recherche longitudinale, étalée sur plusieurs années et impliquant des observations répétées des mêmes œuvres, créait les conditions idéales pour détecter d'éventuelles substitutions. Un expert qui examine la même toile en 1988, puis de nouveau en 1990, dispose d'un recul et d'une mémoire visuelle qui lui permettent de remarquer des détails qui échapperaient à un observateur occasionnel. Le témoignage d'un ancien étudiant de Jean-Claude, Pierre Dufresne, devenu conservateur au Musée des Beaux-Arts de Lyon, apporte un éclairage supplémentaire et particulièrement révélateur sur les méthodes de travail du professeur disparu. Jean-Claude avait développé une méthode d'analyse comparative extrêmement rigoureuse, explique-t-il. Il photographiait systématiquement chaque œuvre sous différents éclairages, prenait des notes détaillées sur les moindres détails techniques, constituait des dossiers comparatifs volumineux. Il m'avait confié, lors de notre dernière conversation en septembre 1990, qu'il avait remarqué des anomalies troublantes dans certaines œuvres vénitiennes qu'il étudiait depuis des années. Ces anomalies troublantes, mentionnées par Jean-Claude, prennent maintenant tout leur sens à la lumière de l'enquête. L'hypothèse investigatrice se précise. Le professeur français avait découvert que certaines œuvres majeures de Bellini conservées à Venise avaient été remplacées par des copies d'une qualité exceptionnelle, mais néanmoins détectables par un œil expert et méthodique. Raphaël Ferrand, avec son appareil photo Nikon et ses remarquables talents de documentation photographique, constituait l'assistant parfait pour aider Jean-Claude à constituer un dossier de preuves irréfutable. Ces photographies détaillées, prises sous différents angles et avec différents réglages d'exposition, devaient permettre de mettre en évidence les discordances techniques que Jean-Claude avait identifiées. L'analyse des connexions financières et professionnelles d'Enzo Massimo révèle l'existence d'un réseau tentaculaire impliquant des acteurs du monde de l'art dans toute l'Europe. Outre les marchands d'art corrompus, l'organisation comptait dans ses rangs des conservateurs de musées, des experts officiels, des transporteurs spécialisés, des assureurs complaisants et même des douaniers facilitant le passage des frontières. La découverte la plus stupéfiante de l'enquête concerne l'identité de certains complices. Giulio Contrini, conservateur adjoint au Palais des Doges entre 1985 et 1995, aujourd'hui âgé de 82 ans et retiré dans une villa de Mestre, est formellement identifié comme l'un des principaux organisateurs du réseau criminel. Contrini, respecté pendant des décennies comme un spécialiste incontesté de l'art vénitien, avait en réalité utilisé sa position privilégiée pour orchestrer le plus grand scandale de falsification d'art de l'histoire moderne. Son accès illimité aux collections, sa connaissance approfondie des procédures internes, sa réputation irréprochable lui avaient permis d'opérer pendant des années sans éveiller le moindre soupçon. Confronté aux preuves accumulées par les enquêteurs, correspondances compromettantes, transferts financiers suspects, témoignages de complices repentis, Contrini finit par s'effondrer psychologiquement et par avouer partiellement son rôle dans l'organisation criminelle. Nous étions convaincus que personne ne s'apercevrait jamais de rien,
déclare-t-il lors d'un interrogatoire particulièrement tendu. Ces œuvres étaient accrochées au même mur depuis des siècles, visitées par des millions de touristes qui ne regardent que superficiellement. Qui aurait pu imaginer qu'un professeur français développerait une méthode d'analyse assez fine pour détecter nos substitutions? Le système criminel reposait sur une faille fondamentale des institutions muséales: l'absence de contrôle technique régulier et systématique des œuvres exposées. Une fois une toile accrochée et cataloguée, elle peut rester des décennies sans faire l'objet d'examens approfondis, sauf en cas de restauration ou de prêt exceptionnel. L'enquête aboutit à une découverte absolument stupéfiante, grâce à l'analyse minutieuse des connexions entre plusieurs affaires de falsification artistique survenues dans différents pays européens entre 1985 et 1995. L'enquêteur Antonio Bressan, désormais assisté d'une équipe d'experts d'Interpol spécialisée dans la criminalité artistique internationale, met au jour un réseau criminel d'une ampleur et d'une sophistication qui dépassent toutes les estimations initiales. Le réseau, baptisé Operazione Quattrocento par les enquêteurs italiens, en référence à la période artistique principalement ciblée, était dirigé par une véritable organisation criminelle transnationale qui opérait depuis le milieu des années 1980. Cette structure pyramidale d'une organisation quasi-militaire comptait des ramifications dans au moins 8 pays européens et entretenait des contacts réguliers avec des acheteurs illégaux sur tous les continents. Le procédé révélé par l'enquête démontre un génie criminel remarquable, alliant expertise artistique de haut niveau et logistique criminelle sophistiquée. Des faussaires exceptionnellement talentueux, souvent d'anciens restaurateurs d'art ou d'anciens élèves des beaux-arts, créaient des copies d'œuvres célèbres d'une qualité tellement parfaite qu'elles trompaient non seulement le public, mais même la plupart des experts occasionnels. Ces répliques étaient réalisées en utilisant des techniques et des matériaux d'époque. Toiles anciennes récupérées sur des œuvres mineures sans valeur, pigments fabriqués selon les recettes historiques, vernis vieillis artificiellement, cadres d'époque soigneusement restaurés. Le niveau de sophistication technique était tel que seul un examen scientifique approfondi ou l'œil exceptionnellement exercé d'un spécialiste comme Jean-Claude Monet pouvait détecter la supercherie. Les substitutions s'effectuaient lors d'occasions légitimes où les œuvres originales quittaient temporairement leurs emplacements habituels, prêts pour des expositions temporaires, déplacements pour restauration, réaménagement de salles, inventaire périodique ou même simple nettoyage de routine. Ces moments, où les œuvres étaient manipulées par du personnel autorisé, créaient des fenêtres d'opportunité parfaites pour effectuer les échanges sans éveiller de soupçons. L'organisation nécessitait des complicités à tous les niveaux de la chaîne patrimoniale. Conservateurs corrompus qui facilitaient l'accès aux collections et fournissaient des informations techniques nécessaires, transporteurs spécialisés qui assuraient la logistique des échanges, experts officiels qui validaient l'authenticité des copies, assureurs qui fermaient les yeux sur certaines incohérences, et même forces de l'ordre qui détournaient le regard moyennant compensation financière. Les bénéfices de cette criminalité artistique organisée étaient absolument colossaux. Une œuvre majeure de Bellini, par exemple, pouvait valoir entre 5 et 15 millions de dollars sur le marché légal et être vendue entre 2 et 7 millions sur le marché noir. Avec plusieurs dizaines d'œuvres substituées chaque année, l'organisation générait des profits annuels estimés entre 50 et 100 millions de dollars. Les originaux ainsi subtilisés étaient écoulés selon un circuit parfaitement rodé auprès de collectionneurs privés du monde entier. Ces acheteurs, parfaitement conscients de l'origine criminelle des œuvres, acceptaient de payer des sommes considérables pour posséder des chefs-d'œuvre authentiques dans leurs collections privées secrètes, sachant qu'ils ne pourraient jamais les exposer publiquement ni les revendre légalement. Jean-Claude Monet était tombé sur ce système criminel sophistiqué par le plus grand des hasards, grâce à sa connaissance encyclopédique de Giovanni Bellini et à sa méthode de travail exceptionnellement rigoureuse.
En comparant des photographies d'œuvres prises à différentes époques dans le cadre de son projet de catalogue raisonné, il avait remarqué des détails qui ne correspondaient pas. Variations subtiles dans les rehauts de blanc caractéristiques de Bellini, différences dans les patterns de craquelure naturelle du vernis, modifications imperceptibles dans les expressions faciales ou les positions des mains. Ces anomalies, invisibles pour un observateur occasionnel, constituaient autant de preuves irréfutables pour un expert de son calibre. Jean-Claude avait probablement compris qu'il se trouvait face à un phénomène systémique et organisé, dépassant largement le cadre de quelques erreurs d'attribution ou de restauration malheureuse. Le 15 octobre 1990, accompagné de Raphaël, qui documentait photographiquement toutes ses observations avec son Nikon FM2, Jean-Claude s'était rendu à Venise avec l'intention manifeste de constituer un dossier de preuves définitive avant d'alerter les autorités compétentes. Sa méthode, toujours rigoureuse, consistait à rassembler des évidences incontestables plutôt que de lancer des accusations prématurées. Mais le réseau criminel possédait ses propres systèmes de veille et de protection. La visite répétée de Jean-Claude dans les musées vénitiens, ses demandes d'accès privilégiées aux réserves de la Scuola Grande di San Rocco, ses questions de plus en plus précises sur l'historique récent des œuvres, avaient fini par déclencher une alerte dans les circuits criminels. Enzo Massimo, informé par ses contacts corrompus dans les institutions muséales, avait rapidement compris que le professeur français représentait une menace existentielle pour toute l'organisation. Un expert de cette qualité, armé de preuves photographiques détaillées et bénéficiant de la crédibilité académique internationale, pouvait provoquer l'effondrement complet du système criminel et entraîner l'arrestation de dizaines de complices. La décision d'éliminer Jean-Claude Monet et Raphaël Ferrand avait été prise au plus haut niveau de l'organisation criminelle, probablement lors d'une réunion d'urgence tenue dans la nuit du 14 au 15 octobre 1990. Les dirigeants du réseau, face à la menace immédiate représentée par les deux Français, avaient choisi la solution la plus radicale, l'assassinat. L'enquête de 2018, menée avec les moyens techniques et scientifiques modernes, révèle que Jean-Claude Monet et Raphaël Ferrand ont été victimes d'un assassinat particulièrement bien planifié et exécuté. Le 15 octobre 1990, ils ont été attirés dans un piège mortel, tendu par les membres du réseau de falsification artistique, contrairement à ce que laissaient supposer toutes les investigations initiales qui concluaient à un accident. La reconstitution détaillée des événements, basée sur les témoignages recueillis, les preuves matérielles découvertes et l'analyse des communications interceptées par les services de renseignement italiens dans d'autres affaires, permet d'établir un scénario précis et troublant de leurs dernières heures. Jean-Claude et Raphaël ont été contactés le matin du 15 octobre par un complice du réseau criminel, se faisant passer pour un expert en art indépendant. Cette personne, probablement recommandé par l'un des contacts légitimes de Jean-Claude dans le milieu artistique vénitien, prétendait posséder des informations cruciales sur les anomalies que le professeur français avait identifiées dans certaines œuvres de Bellini. Le rendez-vous avait été fixé dans un lieu apparemment anodin, un atelier de restauration privé situé dans une ruelle discrète du quartier de Dorsoduro, non loin de l'endroit où Giuseppe Mariani les avait aperçus pour la dernière fois. Ces ateliers, nombreux à Venise, constituent des lieux parfaits pour ce type d'opération criminelle. Accès contrôlé, isolation phonique naturelle, possibilité de faire disparaître facilement des preuves matérielles. L'expertise médico-légale moderne, appliquée aux lunettes découvertes par Marco Valdrighi, révèle des traces microscopiques de violence, microfractures caractéristiques d'un impact violent, fragments de tissu accrochés aux branches et surtout des traces de sang humain détectables grâce aux techniques d'analyse ADN inexistantes en 1990. Une fois arrivé sur place, probablement sous prétexte d'examiner des œuvres problématiques ou de rencontrer d'autres experts, Jean-Claude et Raphaël ont été maîtrisés et éliminés par les membres du réseau.
L'appareil photo de Raphaël et ses notes détaillées ont été confisqués pour détruire toutes les preuves de leur découverte compromettante. Leurs corps ont ensuite été jetés dans les canaux vénitiens selon une méthode éprouvée par l'organisation criminelle. Les courants complexes de la lagune vénitienne, combinés aux marées de l'Adriatique, ont fait le reste, emportant les corps vers le large et expliquant pourquoi ils n'ont jamais été retrouvés malgré des recherches intensives. Les lunettes de Jean-Claude, tombées lors de l'agression ou arrachées pendant la lutte, ont été récupérées par les assassins mais jetées plus tard dans le Rio di San Trovaso, probablement avec d'autres effets personnels jugés moins compromettants. Le petit sac plastique contenant les notes manuscrites s'est accroché fortuitement aux branches des lunettes, préservant ainsi miraculeusement les preuves de leur découverte révolutionnaire pendant 28 ans. L'enquête de 2018, coordonnée entre les polices françaises et italiennes avec le soutien technique d'Interpol, permet d'identifier et d'interpeller plusieurs membres survivants du réseau criminel. Cette opération internationale, baptisée Operazione Rinascimento, aboutit à l'arrestation simultanée de 6 personnes dans 3 pays, Italie, France et Suisse. Parmi les arrestations les plus spectaculaires, figure celle de Giulio Contrini, l'ancien conservateur au Palais des Doges, aujourd'hui âgé de 82 ans. Confronté aux preuves accumulées par les enquêteurs, correspondances compromettantes découvertes dans les archives personnelles de complices, relevés bancaires démontrant des enrichissements inexpliqués, témoignages de repentis, il finit par s'effondrer psychologiquement et par avouer son rôle central dans l'organisation criminelle. Nous étions jeunes et ambitieux. Nous pensions que personne ne s'apercevrait jamais de nos activités, déclare-t-il lors de son interrogatoire, tentant maladroitement de minimiser la gravité de ses actes. Ces œuvres étaient là depuis des siècles, accrochées au même mur, visitées par des millions de touristes qui ne font que passer. Qui aurait pu imaginer qu'un professeur français développerait un œil assez exercé et une méthode assez rigoureuse pour détecter nos substitutions les plus parfaites? L'aveu de Contrini permet aux enquêteurs de reconstituer l'ampleur réelle du réseau criminel. Entre 1985 et 1995, au moins 43 œuvres majeures ont été substituées dans des musées européens pour une valeur totale estimée à plus de 300 millions d'euros. Les originaux, d'une valeur patrimoniale inestimable, ont été vendus à des collectionneurs privés, principalement américains, japonais et allemands. L'analyse scientifique des œuvres suspectes, menée par des experts internationaux utilisant les technologies les plus avancées, spectroscopie, radiographie, datation carbone, analyse des pigments, révèle que 12 tableaux de maîtres vénitiens actuellement exposés dans des musées européens prestigieux sont en réalité des copies d'une qualité exceptionnelle. Cette découverte provoque un séisme dans le monde de l'art international. Elle révèle les failles béantes dans les systèmes de sécurité et d'authentification des œuvres d'art et mène à une révision complète des protocoles de conservation dans de nombreuses institutions muséales européennes. Les musées concernés, Palais des Doges, Académie de Venise, Louvre, National Gallery de Londres, Rijksmuseum d'Amsterdam, sont contraints d'entreprendre des vérifications systématiques de leurs collections, processus coûteux et techniquement complexe qui révélera probablement d'autres substitutions dans les mois à venir. Pour les familles Monet et Ferrand, cette révélation constitue enfin la fin d'un cauchemar de 28 années d'incertitude et de souffrance. Monique Ferrand, maintenant âgée de 76 ans et dont la santé s'est considérablement dégradée au fil des décennies d'attente et d'angoisse, déclare lors d'une conférence de presse émouvante « Nous savons enfin ce qui est vraiment arrivé à notre fils bien-aimé. Raphaël n'est pas mort dans un accident stupide, il est mort en défendant l'intégrité de l'art qu'il aimait tant, aux côtés d'un professeur qu'il admirait profondément. C'est une consolation terrible et douloureuse, mais c'est enfin une véritable consolation après tant d'années d'ignorance. » Roger Ferrand, désormais âgé de 80 ans et affaibli par des décennies de recherche obsessionnelle et de stress constant, trouve enfin un apaisement relatif dans cette révélation de la vérité.
J'ai toujours su que mon fils n'était pas assez imprudent pour tomber accidentellement dans un canal, confie-t-il avec une émotion contenue. Raphaël était intelligent, observateur, prudent. Savoir qu'il est mort pour une cause noble, en essayant de protéger le patrimoine artistique de l'humanité, donne enfin un sens à notre perte immense. Du côté de la famille académique de Jean-Claude Monet, la révélation provoque un mélange de tristesse renouvelée et de fierté posthume. L'Université de Lyon organise une cérémonie d'hommage particulièrement solennelle le 15 octobre 2019, exactement 29 ans après la disparition. Plus de 500 personnes y assistent, collègues, étudiants actuels et anciens, représentants des autorités académiques françaises et italiennes, experts en art, enquêteurs qui ont contribué à élucider l'affaire. La plaque commémorative originelle, installée en 1990 dans le hall du département d'histoire de l'art, est remplacée par une nouvelle inscription en marbre noir, gravée de lettres dorées. À la mémoire de Jean-Claude Monet, professeur, et Raphaël Ferrand, étudiant, assassiné à Venise le 15 octobre 1990 pour avoir découvert et tenté de dénoncer un réseau international de falsification d'œuvres d'art. Ils sont morts en défendant l'authenticité et l'intégrité du patrimoine artistique mondial contre ceux qui le profanaient pour des profits criminels. Raphaël Ferrand, qui aurait eu 47 ans en 2018 s'il avait vécu, est posthumément décoré de la médaille de la reconnaissance française pour sa contribution involontaire mais essentielle à la lutte contre le trafic international d'œuvres d'art. Cette distinction, remise officiellement à ses parents lors d'une cérémonie à la préfecture du Rhône, reconnaît le sacrifice ultime consenti par ce jeune homme dans la défense du patrimoine culturel. Le rêve de Raphaël de devenir conservateur de musée ne s'est jamais réalisé, mais son sacrifice et celui de son professeur ont permis de préserver l'authenticité d'œuvres inestimables pour les générations futures. Son nom figure désormais dans les annales de la lutte contre la criminalité artistique internationale, aux côtés de ceux qui ont donné leur vie pour protéger le patrimoine de l'humanité. L'affaire a également des répercussions judiciaires importantes. Outre les condamnations pénales prononcées contre les membres survivants du réseau, Giulio Contrini écope de 15 ans de prison ferme malgré son grand âge. Plusieurs institutions muséales font l'objet de poursuites civiles pour négligence dans la protection de leurs collections. Le procès, qui se déroule à Venise entre septembre 2019 et février 2020, constitue l'un des événements judiciaires les plus médiatisés de l'histoire récente de l'art italien. Les révélations successives sur l'ampleur de la corruption dans les milieux culturels provoquent une crise de confiance majeure et aboutissent à une réforme complète des protocoles de sécurité muséale en Europe. Les œuvres originales volées, dont la localisation a été révélée grâce aux aveux des repentis, font l'objet d'une campagne de récupération internationale coordonnée par Interpol. 12 d'entre elles sont officiellement restituées à leur musée d'origine entre 2020 et 2022, au terme de négociations diplomatiques complexes avec les gouvernements des pays où elles avaient été illégalement conservées. L'impact de l'affaire dépasse largement le cadre vénitien ou même italien. Elle provoque une prise de conscience mondiale sur la vulnérabilité du patrimoine artistique face à la criminalité organisée et aboutit à la création de nouveaux mécanismes de coopération internationale pour la protection des œuvres d'art. L'UNESCO, saisie de l'affaire, lance en 2020 un programme mondial de formation des conservateurs et des experts pour améliorer la détection des falsifications et des substitutions. Ce programme, baptisé Programme Monet-Ferrand, en hommage aux deux victimes, forme chaque année des centaines de professionnels du patrimoine aux techniques modernes d'authentification. Paradoxalement, la mort tragique de Jean-Claude Monet et Raphaël Ferrand aura finalement permis des avancées considérables dans la protection du patrimoine artistique mondial. Leur sacrifice involontaire a révélé des failles systémiques que personne n'avait identifiées, et leur exemple inspire désormais une nouvelle génération d'experts déterminés à protéger l'authenticité de l'art contre toutes les formes de criminalité. L'enquête révèle également l'existence de techniques de falsification d'une sophistication inouïe,
qui aurait pu continuer à opérer pendant des décennies sans la perspicacité exceptionnelle de Jean-Claude et le talent documentaire de Raphaël. Leur travail posthume, reconstitué à partir des fragments de notes découverts avec les lunettes, constitue aujourd'hui une référence méthodologique pour l'expertise artistique internationale. Le Rio di San Trovaso, où les lunettes ont été découvertes, fait désormais l'objet d'un pèlerinage discret de la part d'étudiants en art et de professionnels du patrimoine. Une petite plaque commémorative, installée discrètement sur le pont qui enjambe le canal, rappelle que la vérité finit toujours par refaire surface, même après 28 ans de silence. L'affaire Monet-Ferrand est devenue un cas d'école dans l'enseignement de l'histoire de l'art et de la criminologie. Elle démontre comment la passion académique authentique peut révéler des crimes que les enquêtes policiales traditionnelles n'auraient jamais découverts, et comment le courage intellectuel peut avoir des conséquences tragiques, mais ultimately bénéfiques pour l'humanité. Aujourd'hui, quand les guides touristiques de Venise évoquent l'histoire parfois sombre de la Sérénissime, ils n'omettent plus de mentionner cette affaire qui a révélé que même les plus beaux palais peuvent cacher les crimes les plus sophistiqués. La beauté éternelle de Venise porte désormais aussi la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour préserver l'authenticité de l'art qui fait sa gloire mondiale. Cette affaire nous montre de manière saisissante comment la passion authentique pour l'art peut mener à des découvertes dangereuses, et comment la cupidité sans limite peut pousser certains individus à commettre les crimes les plus graves pour protéger leurs profits illégaux. Jean-Claude Monet et Raphaël Ferrand sont morts tragiquement, parce qu'ils avaient développé un œil assez exercé pour déceler ce que d'autres experts n'avaient pas remarqué, et surtout parce qu'ils avaient le courage moral de chercher la vérité jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences personnelles. Leur sacrifice involontaire mais héroïque a permis de démanteler un réseau criminel sophistiqué qui opérait depuis des années dans l'ombre du monde de l'art international, substituant des chefs-d'œuvre authentiques par des copies parfaites pour alimenter des collections privées illégales. Grâce à leur travail posthume, des dizaines d'œuvres inestimables ont pu être restituées à l'humanité, et les systèmes de protection du patrimoine artistique mondial ont été considérablement renforcés. Cette histoire tragique, mais finalement porteuse d'espoir, démontre que la vérité, même enfouie pendant des décennies au fond des canaux vénitiens, finit toujours par refaire surface. Elle nous rappelle aussi que l'art authentique mérite d'être défendu, même au prix des plus grands sacrifices, car il constitue l'héritage culturel le plus précieux que nous puissions léguer aux générations futures. Que pensez-vous de cette histoire bouleversante? Aviez-vous deviné dès le début que leur disparition mystérieuse n'était pas accidentelle, mais liée à leur découverte compromettante dans le monde de l'art? Comment imaginez-vous que l'enquête aurait évolué si les technologies modernes d'analyse et de communication avaient existé en 1990? Partagez vos réflexions et vos théories dans les commentaires. Nous sommes toujours curieux de connaître vos analyses de ces affaires complexes. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie qui révèle les zones d'ombre du marché de l'art international, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos investigations sur les mystères les plus fascinants de l'histoire récente. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et ému, et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi aux mystères du monde de l'art et aux affaires criminelles les plus sophistiquées. Ensemble, nous continuons à explorer les vérités cachées qui façonnent notre monde.